Короче, у меня есть к вам предложение. Если вы приедете, я могу так устроить, чтобы он вас послушал. Подождите, какая Москва? Ну мы же его видим в первый раз в жизни. Гош, это Москва, это Радио Рок. Это реально наш шанс. Ты взял те деньги с вокзала, жмот? Слушай, я ж не знал, что такая жопа начнется. Ну, может быть, так и было предначертано, да? Это же знак! Ладно, что это было? А? Сука, ну так же не бывает. Ты охренел? Ты нормальный? Ты знаешь, что Ну мне за это это самый будет? охренительный трип в моей жизни. Я не могу понять, ты хочешь что сломать? Bonjour à toutes et à toutes. Non, vous ne rêvez pas, ce n'est pas une nouvelle émission en russe sur Alternante, mais bien l'émission Plan Large qui va vous parler aujourd'hui de Univers Ciné, le festival russe, avec mon invité Misha Milliard. Bonjour Misha. Masha, pardon. Misha. Non, c'est un nom féminin masculin, Misha. C'est Non, Mikhail. Masha, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Pour parler de ce festival, d'abord, quelle date pour qu'on puisse tout de suite pointer quand est-ce que va avoir lieu ce festival? C'est dans quelques jours. Oui, c'est du 13 au 18 février. Donc notez les dates dans vos calendriers. Bien, du 13 au 18 février, bien entendu, comme d'habitude, au 14A. Et avec de nombreux invités qui nous permettront de voir à la fois, disons, la partie acteur, la partie réalisateur, mais aussi la production. Mais on y reviendra. Peut-être avant de rentrer dans le festival et les invités qu'il y a, je me faisais une réflexion en regardant un petit peu la programmation. On voit qu'il y a des films assez nombreux qui ont été auréolés de prix, d'un certain nombre de choses qui montrent la qualité du cinéma. Et je me disais, finalement, ces films, on ne les voit pas sur les écrans français, du moins, je ne les ai peut-être pas vus, ils sont peut-être passés, mais très rapidement, on n'en entend pas beaucoup parler à la télévision, dans les radios. C'est vrai qu'il y a eu une période où on avait notamment Pavel Longlin qui justement est invité, Tarkovsky, des gens comme ça, on en connaissait, mais là, effectivement, leurs films étaient vus en France, et pourtant, il y a plein d'autres films. Alors, qu'est-ce qui explique que ces films, on ne les voit pas? Difficile à dire. Il y a sans doute une attente du public français ou une habitude de voir plutôt des films qu'on va appeler plus intimistes, des films d'auteur, que les Russes appellent des films de festival. Mais il y a aussi un cinéma russe très vivant, avec des blockbusters, des films à gros budget qui réunissent beaucoup de spectateurs. On a essayé justement cette année d'avoir une programmation plus éclectique peut-être encore que d'habitude. En sortant de ce qu'on a l'habitude de voir en France, il y en a quand même quelques-uns qui sont distribués, mais ils sont peu nombreux et d'un certain style certainement. Mmh. Oui, effectivement, on va voir plus en détail, il y a une diversité dans les sujets qui nous sont proposés. On va avoir des espèces de road movie, des films classiques. Alors, il y a un film, alors je rentre dans un film en particulier qui se passe dans un village. Et là aussi, je me faisais une réflexion, mais j'ai l'impression que, est-ce que ce n'est pas un film de genre en Russie? Parce qu'il y a des fois... C'est vrai qu'en France, on va avoir des films qui se passent en campagne, etc. Mais les films russes qui se passent à la campagne, c'est vraiment une campagne, c'est pas la campagne productiviste qu'on voit, c'est souvent des petits villages. Et j'ai déjà vu plusieurs fois des films comme ça qui se passaient, comme si c'était un retour à, je sais pas, à une Russie fantasmée ou je ne sais quoi. Et j'ai l'impression qu'il y a des fois plusieurs films qui se passent comme ça, comme je le disais, est-ce que c'est un genre de retourner vers ces histoires? Je ne sais plus, il y avait une histoire de poule à un moment donné dans un village, je ne sais plus comment ça s'appelait ce film-là. Oui, c'est vrai qu'il y a je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais il y a des films qui se passent dans des villages depuis plusieurs années, depuis toujours, même très certainement. Même certains qui ont eu du succès.
ici, y compris en France. Je me souviens du film Les Petites Vieilles, qui avait été primé au premier plan, au festival Premier Plan à Angers. Donc, c'est vrai que déjà, la Russie est un pays tellement grand que les villes n'occupent pas toute la surface, loin de là, même si une majeure partie de la population y habite. Donc, il y a un tellement grand contraste en plus entre la vie dans les villes, notamment dans les capitales, et la vie à la campagne que ça touche très certainement encore les réalisateurs. Et ça fait partie d'un idéal, effectivement. Je pense que beaucoup de Russes voient l'idéal, peut-être le paradis, peut-être pas sur le bord d'une mer avec des cocotiers sur une plage, mais dans une campagne, une forêt à côté, une rivière où on peut pêcher, faire de la barque. C'est sans doute un idéal qui existe en Russie, oui. Alors, d'ailleurs, c'est amusant parce que le titre français, je ne sais pas quel est le titre russe, mais le titre français du film, c'est Il était une fois. Oui, parce qu'il commence, le titre russe, Желебели, et c'est le début des contes. Donc on a repris, c'est nous qui l'avons traduit, c'est la première fois qu'il sera montré en France. Et on va recevoir d'ailleurs l'actrice principale et la réalisatrice, pardon, pas la réalisatrice, mais la productrice. Et donc personne n'a jamais vu ce film pour l'instant en France, en tout cas en français. On l'a sous-titré et il fera partie de notre programme de compétition. Alors, est-ce qu'il y aura les autres acteurs du film? Je vois, il y a une biquette facétieuse et un cochon et quelques poules. Non, ils n'ont pas osé faire le déplacement. Comment on peut le présenter? C'est une comédie, sans aucun doute c'est une comédie, un genre de triangle amoureux entre des personnages qui n'ont plus l'âge, qui sont déjà d'un certain âge et qui se font des coups bas, on voit des jalousies, mais c'est très drôle avec des acteurs de qualité et on rit sans aucun doute, même si on se pose des vraies questions aussi pendant le film. C'est l'humanité en fait. Hein. Voilà, mais je trouve que c'est un point commun à beaucoup de films russes, ce côté très humain, et c'est ce qui fait le charme du cinéma russe, je trouve, récent et un peu plus ancien aussi. Est-ce que c'est culturel? Parce que c'est vrai que tous les grands auteurs qu'on peut connaître, ils ont beaucoup travaillé sur la matière humaine, décortiquer, retourner, voir comment ça fonctionnait, etc. J'ai vu récemment Les Bas-fonds, j'avais jamais vu de Gogol quelque chose, et c'est vraiment extraordinaire. En plus, c'est très moderne en fin de compte. Alors, est-ce que c'est ça, cette habitude de décortiquer effectivement l'être humain? Oui, c'est sans doute culturel. Il n'y a pas de doute qu'il y a une chaleur. Je pense que tous les Français qui sont allés en Russie, qui ne sont pas contentés de suivre un guide, mais qui ont eu, même éventuellement avec un guide, qui ont eu des relations personnelles avec des gens, qui ont rencontré des vrais gens, les ont trouvés extrêmement chaleureux. C'est quelque chose de très important. Les vraies relations, les vrais sentiments, être capable de faire quelque chose pour les gens, pas forcément en allant jusqu'à se sacrifier, mais c'est quelque chose qui marque beaucoup de touristes qui se rendent en Russie. Peut-être lié à la dureté du climat, parce que bon, la Russie, il y a plein de climats, mais il y a quand même une grande partie de la Russie où de toute façon en hiver, c'est pas facile de vivre. Oui, dureté du climat, avec des hivers froids, c'est sûr, même s'ils sont équipés pour les... Et puis il n'y a pas l'humidité et le vent qu'on a ici, donc parfois on a moins froid en Russie qu'ici. Et puis dureté de la vie, si on prend ne serait-ce que l'histoire du XXe siècle, ça n'a pas toujours été facile, et c'est vrai que souvent dans les régions où la vie est plus difficile, sans doute y a-t-il des relations humaines plus profondes et plus riches, peut-être. Alors donc ça c'était un des films en compétition, il y a 4 films en compétition qui sont complètement différents. On a entendu tout à l'heure en début d'émission la bande-annonce du film Rock, POC, non POC c'est Rock aussi, ça s'écrit POC parce que c'est le P qui se prononce R en russe. Rock, donc là c'est une espèce de road movie de jeunes, vous avez entendu un peu l'ambiance qu'il peut y avoir, la musique. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce film? Là, on parle de radio aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les 4 premiers films, c'est la particularité de tous les films en compétition dans le cycle Universiné, pas seulement dans Universiné russe, ce sont des premiers films, parfois des seconds films. Là, ce sont tous des premiers films. Rock, d'ailleurs, le mot rock en russe a 2 sens, ça peut être la musique, le style musical, ça veut dire aussi le destin. Un point commun, même si ces 4 films sont très différents, c'est que tous les 4 se passent dans la province russe. On est loin pour une fois des grandes capitales.
Et là, oui, c'est l'histoire de jeunes musiciens qui se voient offrir l'opportunité d'être auditionnés dans une radio à Moscou. Ils ne sont jamais allés à Moscou. Et l'aventure, ça va être d'abord d'essayer de regagner Moscou. Et ça ressemble un peu à un conte dans la mesure où les personnages, dans leur cheminement, vont rencontrer des obstacles, des personnages négatifs qui vont leur dresser des obstacles sur leur route, d'autres qui vont au contraire les aider comme ça un peu gratuitement. On a l'impression un peu de suivre deux personnages de conte. Et il y a une musique qui est tout à fait intéressante. Le réalisateur, Ivan Shakhnazarov, qui viendra d'ailleurs présenter son film, et le fils de Karen Shakhnazarov, dont vous avez peut-être déjà entendu le nom, qui est le directeur de Mosfilm et un réalisateur très connu du cinéma russe contemporain. Est-ce que c'est un voyage initiatique vers l'âge adulte ou vers simplement la vie? Oui, aussi, tout à fait. Donc on était Rock, il était une fois. Il y a un film dont le titre interroge beaucoup, où on peut penser que ça peut être à la fois une comédie ou autre chose. C'est comment Vitka a emmené Leka chez les Invalides. De quoi s'agit-il? Le titre est encore plus long en russe. Il s'agit de l'histoire de Vitka, donc Victor, jeune homme qui aime bien boire des coups, se battre, qui n'a pas une vie de couple très heureuse, qui a été abandonné par ses parents, qui a été élevé à l'orphelinat. Et sur sa route réapparaît d'un seul coup son père qui sort de prison et qui est paralysé, qui ne parle pas. Et il va chercher à se débarrasser de son père pour récupérer notamment l'appartement qui est au nom de son père. Donc c'est une comédie grinçante et on est surpris, je pense, par le déroulement. Donc je ne vais pas trop vous en dire pour que vous vous laissiez surprendre vous aussi. Mais c'est une belle histoire, drôle et tendre. Enfin, un dernier film, ce n'est pas un hommage à Johnny Hallyday, il s'appelle Allume le feu, comédie dramatique. Oui. Non, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'on peut le mieux traduire le titre russe, Jgi. Là aussi, c'est le destin assez surprenant. C'est un film qui parle beaucoup de femmes. Une surveillante de prison, enfin de colonie pénitentiaire comme à la russe, de prison pour femmes, qui est particulièrement revêche et peu féminine, et qui se fait surprendre alors qu'elle chante devant sa télé dans un karaoké, et elle se retrouve en vidéo sur les réseaux sociaux. Et sa vie va changer, elle va se poser plein de questions, pas forcément changer comme on peut l'imaginer, mais il est à la fois question de la dure condition de la vie des femmes en prison, pas seulement en prison, et même si le réalisateur est un jeune homme, un film de femme. D'ailleurs, donc, pour ces deux derniers films, comment Vitka a amené Leka chez les Invalides et Allume le feu, il y aura aussi la présence du réalisateur dans les deux cas, non? On espère, mais il est fort possible qu'au moins des deux ne puissent pas venir. On n'est pas encore tout à fait certain de la présence de tous les invités qu'on espérait qui devaient venir, parce que ça veut dire aussi que leurs films fonctionnent bien, qu'ils sont sur des projets qui peuvent être très très importants pour eux, et jouer comme ils sont tout jeunes, ils sont encore très demandeurs. On voit les sujets très différents. Bon, il n'y a aucun sujet politique en tant que tel, mais on voit des sujets qui parlent de la société globalement. Alors, je pense que 4 films ne peuvent pas parler de la société russe dans leur ensemble, mais est-ce que c'est une bonne entrée à la limite pour voir un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui, les jeunes, voilà, on parle des réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de pénétrer un petit peu dans la vie d'aujourd'hui des Russes à partir de ces films? Oui, c'est sans doute un aspect qui est moins vu de France, la vie de gens tout à fait ordinaires dans la province. Ce sont des situations vraies, c'est pas forcément des statistiques ou représentatifs, mais ce sont des situations tout à fait vraies. On a parlé d'un certain nombre de réalisateurs et de réalisatrices ou productrices qui vont venir. Il y a quelque chose qui est revenu assez souvent, c'est la VGIK, qui est apparemment une école. Est-ce que c'est l'équivalent de la FEMIS française? Le VGIK, c'est une très très grande école de cinéma. Elle a ouvert, pas sous ce nom-là, mais dès les années 1920. C'était un des premiers pays à
s'intéresser de façon très intéressante et très politique, enfin très profonde et très politique même au cinéma, à ouvrir des écoles. Donc elle est extrêmement réputée. La plupart des gens dont on voit les films sont passés, pas tous par le VGIC, mais énormément sont passés par le VGIC, effectivement. Oui, donc en fait, c'est la suite de ce qu'on connaît de l'école russe qui a donné des tas de réalisateurs russes, mais aussi des pays émergents, puisqu'il y a beaucoup de gens des pays émergents qui ont fait leurs études cinématographiques en Russie. Oui, oui. Et dans les professeurs du VGIC, il y a eu énormément de gens, de réalisateurs extrêmement connus, d'acteurs connus. Il y a des départements scénario, réalisation. On va faire une petite pause musicale. Vous nous proposez quoi éventuellement? On va d'abord la lancer, puis on va en parler après. Voilà. Поздравляем мы тебя, чтоб у тебя все было кайфово, ага. Пару кайфово, нот я посвящаю пуху на дыре. Будь пацаном, оставайся хорошим человеком и хорошим другом. Не задавил я тебе бумеры и широкий ровер, а черканул хип-хапа, лови респект, йо. Пусть все будет так, как ты захочешь. Держи карман шире, бабосы залетят, молодежь бэкат. Я хочу, чтоб Андрюха ни в коем случае ты не пострадал от Вавилона, а орудовал головой, мозгами, руками, чем от Бога одаренный. Мочи втекать в свои стези. Желаю, чтоб познал ты тайны любви. Здоровится, не хворал ягуары, а не глушил. Пруд в пруди, были годы и ждут тебя еще впереди. Не забывай друзей, пацанов с коробки. Не теряй свой положительный взгляд на жизнь. Все бодрей и веселей. Стал ты на один год взрослей. Йо, бухтеры, пух-пухтеры, бухтеры, пух-пухтеры, йо, бухтеры, пух-пухтеры, йо, бухтеры, пух-пухтеры, йо. Happy birthday to you. 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 Ну все, началось после. Сбор всей тусни прошел 9 во дворе. Праздновать нам пофиг где. Подъезд, коробка, квартирка по красоте. Но не тут-то было. Бог всех пригласил нас. Супер-диджей, бар-класс, Фортунас. А там шина-шина, опа, шина-най. 5 месяцев балерин, давай наливай. Пукай денежки, в таком культурном заведении цене по-нашему. Куртаны, эликсиры молодости понапихали. Джаму на фейсе, дружно здравствуйте сказали. И потек ручей, кто-то что-то палит. На это, братка, ты забей тосты. За то, что поставался человечным перцом ты. Качал под хоп, а не под паяхи, моя хамахи. Дарил кругом цветы. Какие же классные твои родаки, что создали такого доброго перца, как ты. Еще по одной, еще по одной, еще по одной. Так, скутер с холма ты стал для меня родной. На дэнс-площадке оказались наши все. Подтоптали по 90-е хары. Мы хотим поставить свой диск. У нас сегодня праздник. Пух-дыры, пух-дыры, пух-пух-дыры, пух-дыры, пух-пух-дыры, йо, пух-дыры, пух-пух-дыры, йо, пух-дыры, пух-пух-дыры, йо. Happy birthday to you. 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 А теперь сейчас будет соло. Опа! Давай, вот оно! Юп-юп-а! Юп-юп-а!
voilà, on vient de souhaiter l'anniversaire en russe. Bon, on sait pas trop finalement. Alors c'était quoi? On vient de parler justement du film donc qui a été présenté dans la Comment compétition. Comment Vitka a emmené les cas chez les Invalides. Alors ce rap, ça sorti de ce film-là? Oui, c'est ça fait partie de la bande originale, ça s'appelle Pour DR et c'est de Antor MC. Entour M6, Oui. c'est ça? MC. Eh ben, c'est le M6, MC Solar de peut-être russe, on sait pas, mais c'est un peu plus péchu que ce que nous fait MC Solar. Alors, on va continuer. Donc là, on avait vu les différents films en compétition. Alors, il y a un certain nombre de films quand même comme on va dire, anciens qui vont être présentés, mais aussi plein de films nouveaux qui vont être présentés, qui ont peut-être jamais été vus en France, je ne sais pas. J'ai relevé qui me paraissait intéressant parce que c'est le regard qui a été demandé en fin de compte à des réalisateurs sur leur histoire. En fait, ils ont tous choisi un peu le même sujet, si j'ai bien compris, sur comment l'influence de la Révolution sur aujourd'hui, et sur 3 courts-métrages de 20 minutes 17 secondes, donc 2017. Voilà, c'est ça. En fait, c'est le fruit d'un concours qui a été proposé à de jeunes réalisateurs. Et le thème avant, votre regard 100 ans après la Révolution de 1917. La productrice viendra nous présenter le film et sans doute nous en dire un peu plus sur la jeunesse de ce film. Chacun des courts-métrages, effectivement, dure 20 minutes 17 secondes. Et chacun a interprété de façon assez différente le sujet. Il y en a un qui est un film de montage avec des images qui ont 100 ans à peu près. Un autre qui est un film joué mais à la façon des films des années 20. Donc on retrouve beaucoup dans ces 2 courts-métrages l'esprit d'innovation qui traversait le cinéma russe de l'époque, russe et soviétique à partir de 1922. Le troisième est un documentaire joué sur des nostalgiques de Lénine aujourd'hui dans le Donbass. Donc, qui est un peu différent, mais en tout cas, ils se sont intéressés sur 100 ans d'histoire et sur le cinéma d'il y a 100 ans, beaucoup. Donc, je pense que ça peut que fasciner les cinéphiles. Oui, en fait, c'est pas forcément l'impact de la révolution d'aujourd'hui, c'est aussi regarder comment eux, ils auraient en fait tourné quelque chose autour de la révolution. C'est pas seulement aujourd'hui comment ils le ressentent. Non. Certains, c'est ça. Ils ont gardé de la Révolution des images de films. D'autres ont gardé un idéal qui est plus ou moins vivant. Donc, c'est leur regard sur la Révolution. Est-ce que, connaissant un peu la Russie aujourd'hui, ma chère Milliard, est-ce que ces 3 regards peuvent correspondre effectivement à 3 regards qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la population? Parce que c'est vrai que nous on a entendu parler des nostalgiques du stalinisme, mais bon, les autres c'est autre chose. Est-ce qu'effectivement ça correspond à peu près à ce que les différents regards que peut avoir la population russe sur cette révolution qui maintenant pour la plupart des gens qui vivent n'ont pas vécu en fait, quoi. D'une certaine façon, surtout le dernier qui est les nostalgiques, alors peut-être pas encore de Staline mais de Lénine. Les autres s'intéressent plutôt à l'impact artistique en réalité de ces événements d'il y a 100 ans. Donc ça, je ne sais pas si c'est partagé par une grande partie de la population ou si c'est leur regard de jeunes cinéastes qui a donné ce résultat. Donc probablement quand même quelque chose de très intéressant à aller voir pour se faire une idée. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, d'avoir cette démarche-là. On pourrait très bien la voir, nous, sur la guerre d'Algérie, par exemple. Donc c'était comme ça. Un film de clôture. Là, on a parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de films qui étaient autour de l'humanité. Là aussi, c'est un film autour de l'humanité, puisque c'est le docteur Pelou russe, je ne sais pas, urgentiste, s'appelle Arythmie. Oui, tout à fait. Et effectivement, là aussi, il y a un côté documentaire presque. Et je crois que les réalisateurs, les auteurs du film n'y avaient pas pensé à l'origine, où ils pensaient parler d'un couple qui se défaisait ou pas. Et la dimension documentaire s'est imposée, puisque effectivement le héros est urgentiste, sa femme est infirmière, on va beaucoup dans les salles de l'hôpital. Ils sont confrontés à une réforme où le nouveau directeur de l'hôpital tente d'imposer le respect de certaines normes qui sont plus du tout humaines, etc. Ils essaient de se battre contre ça. Donc il y a cet aspect documentaire. Mais c'est surtout un film
je ne sais pas si on peut dire un film de copains, mais où on se sent, je trouve, extrêmement proche. Ça a beau se passer en Russie, dans une petite ville de Russie, peu importe. On se sent très proche des, de ce jeune couple qui fait la fête, qui parfois a des coups de blues, qui parfois... C'est un film très touchant. Alors, l'image d'Épinal qu'on a eu beaucoup des pays soviétiques, c'est que bon, il y avait des choses en termes de droit d'expression, c'était pas franchement l'Éden. Par contre, dans tout ce qui était, on va dire, soins, école ou droit de travail des femmes, c'était effectivement beaucoup plus en avance. Alors aujourd'hui, le système soviétique de soins, on parle d'urgence. Est-ce qu'il y a les mêmes problématiques que chez nous, c'est-à-dire beaucoup trop de gens, un système qui n'a pas les moyens? Où est-ce qu'il en est là, ce système-là maintenant? À vrai dire, je ne suis pas forcément très bien placée pour vous répondre. J'ai jamais eu affaire aux urgences en Russie. En France, si. Et je ne souhaite pas avoir affaire aux urgences en Russie. Mais de ce qu'on voit dans le film, il y a des problématiques communes, c'est certain. Même si le système est un peu organisé différemment. Non, je suis pas vraiment apte à vous donner. Allez voir le film pour en apprendre autant que moi. Et voilà. On a dit au départ qu'il y avait beaucoup de sujets différents. Là, c'est quelque chose, un genre là dont on va aborder, c'est la science-fiction. Voilà, c'est ça, la science-fiction. C'est peut-être, je vois, c'est un gros succès au box-office en Russie. Est-ce que c'est parmi les blockbusters dont vous parliez, Macha Milliard, tout à l'heure? Oui, tout à fait, tout à fait. Attraction. Donc on va présenter samedi après-midi. C'est vrai qu'on a l'habitude en France, parce qu'on n'a pas énormément de films de science-fiction français, on a l'habitude de voir débarquer les extraterrestres aux États-Unis. Donc, du côté russe, forcément, ils vont débarquer en Russie. Donc ça donne un regard nouveau. C'est un film qui est réalisé par un réalisateur, un acteur très connu, très réputé, qui fait des films à succès et pas seulement, Fyodor Bondarchuk. Et c'est donc à la fois un film de genre, si on veut, qui a été réalisé avec de très gros moyens. Ils ont même obtenu que l'armée les aide dans pour tourner, de leur prêter du matériel, etc. Donc avec des très gros moyens, très réussi techniquement. Je trouve que le vaisseau est très très beau. Et en même temps, c'est un film sur la tolérance et l'intolérance, avec un petit peu aussi de second degré. Ça a été inspiré au réalisateur par des émeutes qui ont eu lieu à Moscou en 2013 suite au meurtre d'un supporter de foot, des émeutes raciales qui a eu lieu après. Et c'est ça qui a donné l'idée du film à ses auteurs, puisque là, c'est les Français enfin, pas les Français du tout, pardon, les Terriens qui vont se dire la terre aux Terriens, et comment on accueille un étranger, etc. Ça me rappelle pour les vieux auditeurs qui ont été au Festival des Trois Continents, un film sud-africain qui avait été fait justement pour l'arrivée des extraterrestres, cette fois-ci en Afrique du Sud. Voilà, c'est toujours la même problématique, comment on accueille les autres. Voilà. Donc c'est un thème assez universel. Là, on était dans l'espace, en fin de compte. Il y a un autre film d'espace qui est le pendant peut-être d'Apollo 11, le film américain, sur des choses que généralement les États n'aiment pas dire. Les États-Unis là-dessus, ils arrivent plus facilement à retravailler sur des choses qui leur ont fait mal. Mais là, c'est effectivement des problématiques qu'il y a eu avec l'espace et les navettes ou autre chose. Oui, avec la station Salyut 7, qui était qui a été construite, montée avant la station Mir, et qui là, dans la première partie des années 80, à un moment ne répond plus et doit... donc il y a une opération de sauvetage qui va être tentée, mais on n'est pas sûr du tout qu'elle ait une chance de réussir. Et bien sûr, à l'époque, il n'en a pas du tout été question en Union soviétique. Donc c'est un film historique, même si les réalisateurs pour la biographie des cosmonautes ont mélangé différentes histoires, etc. Mais c'est en même temps un exploit technique parce qu'ils ont réussi à s'amarrer à une station spatiale qui était incontrôlée. C'est pour ça que c'était pas du tout sûr que ça réussisse. Et c'est un film, techniquement, on pense aussi à Gravity. Et pour le scénario, à mon avis, il est bien supérieur, mais pour les effets, c'est aussi un film à gros moyens, gros succès et une grande réussite technique. Donc un aspect de l'histoire spatiale soviétique à découvrir en fait.
Tout à l'heure, on a parlé des nostalgiques de Lénine. Il y a plusieurs films je ne vais pas dire qui tournent autour de la nostalgie, mais en tout cas qui permettent de parler peut-être de choses anciennes et de nostalgie. Il y a un film sur Alexeyev, où c'est un vieux monsieur qui va parler de ses pensées. Donc voilà, c'est intéressant ça. Il est assez surprenant ce film, donc faut pas en dire trop non plus. C'est un film sur l'amour. Un vieux monsieur qui est invité à la radio et qui découvre plein de choses sur lui-même, en réalité. La productrice est la même que celle du film 2017. D'ailleurs, ça va parler aux auditeurs français en principe. C'est aussi la productrice de Classe à part, la productrice de Zoologie, d'accord, donc qui a eu des films très importants qui sont sortis en France. Et là, c'est un film, oui, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, très humain, très touchant, qui vous touche au plus profond. Et qui nous parle de l'histoire de la Russie à travers le récit de ce vieux monsieur. Là encore, je ne sais pas si c'est de la nostalgie, c'est quelque chose, je crois qu'il y avait déjà eu des films qui parlaient de ça. Parole de pionniers. Donc les pionniers, c'est des choses qui existaient, des camps pour les jeunes enfants. Oui, c'est des scouts communistes. C'était tous les jeunes enfants faisaient partie pendant la période soviétique de ces organisations de jeunes qui les regroupaient après l'école, le week-end, qui en vacances, en colo. Ça s'appelait des camps de pionniers, mais c'est l'équivalent des colos. Ils avaient un uniforme, il y avait un côté politique, éducation politique. Forcément dans ces pionniers. Et effectivement, ça vous rappelle quelque chose parce que l'an passé, on a passé le premier volet qui s'appelait Paroles de pionniers. Là, c'est le deuxième volet, Paroles de pionniers, vive les vacances. Les trois héros se retrouvent avec toujours le chien Sarre, cette fois en colonie de vacances, dans un camp de pionniers. Et là encore, il va y avoir à la fois des histoires d'amour, ils sont devenus adolescents, des histoires d'amour, des histoires avec des brigands, des trésors, etc. Donc, un film qui a tout pour plaire au jeune public. Oui, c'est-à-dire qu'au-delà, effectivement, de resituer l'histoire dans quelque chose d'historique en Russie, c'est avant tout une histoire d'adolescents, comme on pourrait en vivre dans n'importe quelle colonie de vacances, quasiment. Oui, tout à fait. Même si l'année dernière, on avait été un peu surpris par la réaction des jeunes spectateurs qui avaient été beaucoup intéressés justement par le côté historique et qui avaient demandé où est-ce que c'est là. Vous aussi, vous avez été pionnier, vous avez fait ceci, fait cela. Donc, ils ont perçu l'aspect historique. Il y a une particularité pour ce film. Il a obtenu donc la saison dernière le prix Nantado. Donc effectivement c'est le prix des jeunes nantais et donc il y aura c'est une première française donc le samedi à 14h30 donc tout à fait un horaire qui permet aux jeunes de venir. Aucune compétition russe, sans parler à un moment donné à travers une histoire ou pris d'un roman ou à travers effectivement les personnages, on est obligé de parler des écrivains russes. Oui, là il y a un film pas tout à fait dans le style universitaire classique des hommages aux grands écrivains, qui s'appelle Gogol, le commencement, puisque c'est un film fantastique. Le Gogol n'est pas dans ce film encore l'écrivain renommé qu'il va devenir et que tous les jeunes Russes étudient à l'école. C'est un jeune scribe pour la police et il a des visions un peu prémonitoires où en tout cas il rentre en contact avec des personnes disparues. Ça fait un peu penser pour le style, me semble-t-il, à Sherlock Holmes ou à Sleepy Hollow. Il est présenté dans le cadre de l'absurde séance. Il y a forcément eu des gens qui ont été mécontents en Russie, qu'on touche à un monument de la littérature russe de cette façon, mais les réalisateurs se sont dit que c'était peut-être aussi une façon nouvelle de faire apprécier l'écrivain à un jeune public, et peut-être que ça va donner aussi... Il y a beaucoup de références aussi bien à la biographie de Gogol qu'à ses œuvres précoces. Donc c'est intéressant d'un point de vue littéraire, même si c'est surtout un film tout à fait contemporain, qui ne s'embarrasse pas forcément d'être très rigoureux d'un point de vue historique, du point de vue de la langue utilisée, etc. En fait, c'est un film qui a été prévu à l'origine pour une série télé. Et ils ont été tellement contents du résultat qu'ils en ont fait 3 films, en fait 3 films pour le cinéma. Le premier est sorti, ça y est. Et effectivement, c'est un film qui produit de l'effet. Donc s'il y a 3 films, il y a des autres films peut-être seront programmés par Jean Maurice à l'absurde séance. On va refaire une petite pause musicale avec le mari, au moins peut-être le premier mari
de comment Marina Vladi. Marina Vladi. Oui, avec un chanteur que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui est disparu il y a bien sûr bien longtemps, dans les années 80, Vladimir Vysotsky. C'est une chanson qu'on entend dans le film Salute 7, dont on parlait tout à l'heure. Donc peut-être que la musique a un peu vieilli, mais la voix de Vysotsky reste vraiment incomparable. Корабли постоят и ложатся на курс, но они возвращаются сквозь непогоду. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Возвращаются все, кроме лучших друзей, кроме самых любимых и преданных женщин. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Не пройдет и полгода. Donc voilà, effectivement, musique qui est un petit peu datée. Moi, le début de la musique, ça me faisait penser, je me disais, tiens, un bon baiser pour Russie, un OSS 117, ça aurait pu être une musique de OSS 117. Mais bon, voilà, il y a des films qui reprennent des anciens, il faut bien, c'est lié dans les années dans lesquelles se passe l'histoire. Bon. Là aussi, pareil, ça c'est un classique, en tout cas l'image qu'on peut avoir à la France, le Bolchoï, et il faut qu'il y ait bien sûr des films qui parlent de la danse. Et il y en a deux. Oui, un qui parle de danse, oui, deux qui parlent de danse, un qui parle d'opéra. Donc on est aussi non seulement dans l'espace, mais sur les scènes des théâtres et opéras mythiques de Russie. Donc il y a par exemple Le Bolchoï, qui est un film qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui semblait absolument pas prédisposée pour faire de la danse et qui par un concours de circonstances, même si elle est rebelle, sauvageonne, elle peut, aussi bien par son milieu donc que par son caractère, destiné, semble-t-il, à la danse, qui va se retrouver acceptée dans une école de danse avec les plus grands. Ça va être des histoires de rivalité, d'amitié, d'amour, de sacrifice, tout ce qu'on peut imaginer dans la vie d'une jeune fille qui se lance dans cette voie avec... Et surtout dans le milieu de la danse. Oui, surtout dans le milieu de la danse, bien sûr. Oui. Et il y a une actrice, celle qui joue la professeure de danse d'un certain âge, qui est une actrice mythique pour les soviétiques et les russes d'aujourd'hui encore, Alissa Flendler. Voilà, il y a également, là c'est plus sur le monde de l'opéra, La Dame de Pique.
qui est le dernier film en date, bien entendu, de Pavel Lungin, qui va venir le présenter. Donc on aura le grand honneur de le recevoir à Nantes samedi soir pour la présentation de ce film en avant-première. En plus, il parle français. Oui, il a habité quelques années en France, même s'il est retourné en Russie, il parle français. Et puis, je ne sais pas s'il est nécessaire de citer de certains de ses films qui ont marqué, comme Taxi Blues, comme La Noce, comme Lille, comme Tsar. En fait, c'est vraiment un grand réalisateur. La Dame de Pique, c'est l'histoire d'une adaptation. Alors, La Dame de Pique, à l'origine, c'est une nouvelle du plus grand poète russe, Alexandre Pouchkine, dont Piotr Tchaïkovski a tiré un opéra. Il y a sans doute des dizaines d'adaptations de La Dame de Pique. Dans la nouvelle de Pouchkine, il y a des éléments fantastiques qu'on va retrouver ici, dans cette histoire d'une adaptation de l'opéra de Tchaïkovski, aujourd'hui en Russie, avec là encore des acteurs comme l'actrice principale Ksenia Rapaport, qui sont d'excellents acteurs. Film qui devrait plaire aux amoureux de Pouchkine, de Tchaïkovski, de l'opéra, des acteurs en question, du fantastique. C'est un film un petit peu sulfureux, des passions pas toujours très saines. Bah, c'est quand même un peu sa marque de fabrique aussi, à Longin. Oui, exact. Oui. Et peut-être Mathilda comme autre film, même si c'est directement un film sur la danse qui va nous amener sur les scènes des grands théâtres, qui raconte... Alors c'est un film qui a fait scandale en Russie. La sortie a été précédée d'une campagne de dénigrement avec une députée qui a tenté de faire interdire le film, tous les milieux orthodoxes radicaux qui se sont élevés contre la sortie de ce film, puisqu'il raconte l'histoire d'une aventure qu'aurait eue le dernier tsar, Nicolas II, avec une ballerine avant son accès au trône. Et comme Nicolas II est sanctifié, c'est considéré comme un crime par certains d'oser, alors qu'il est quand même pas... c'est pas ni une bête de sexe, ni quelqu'un de dangereux et de malsain dans le film du tout, le tsar. Mais il y a eu quelques voitures brûlées, quelques lettres de menaces, une voiture lancée sur un cinéma qui avait osé projeter le film. Il a été malgré tout programmé et je crois que ça a beaucoup aidé à son succès en Russie. Ça lui a en tout cas assuré une reconnaissance immédiate. C'est amusant de voir en fin de compte quels sont les points sensibles qu'il y a dans chaque pays, dans chaque civilisation. On se rappelle d'ici chez nous avec les intégristes religieux, sur les films comme Ave Maria ou des choses comme ça. Ce sont les mêmes. Voilà, c'est les mêmes et on trouve sur d'autres choses. On pourrait se dire, bah ouais, mais maintenant c'est vieux, maintenant ça reste encore très vivant, comme quoi l'histoire est quand même très vivante. L'histoire contemporaine, là, c'est intéressant parce que le frère, c'est bien celui qui parle de Tchétchénie, et un regard un peu différent. C'est pas ce qui se passe en Tchétchénie, c'est plutôt le retour, donc comme on peut voir les retours de gens qui sont venus sur des théâtres de guerre. Oui, en fait, on voit pas du tout la Tchétchénie, mais le héros principal revient de Tchétchénie. C'est un film des années 90. Ça a vraiment été à cette période-là un film culte, avec une musique culte, parce que c'est la musique d'un groupe qui était vraiment très apprécié à l'époque et qui est encore beaucoup apprécié, Nautilus Pompilus, avec un acteur culte qui est Sergei Drov, que l'on voit ici, qui est décédé d'ailleurs peu de temps accidentellement après le tournage de ce film, un réalisateur aussi très reconnu, Alexei Balabanov. Donc vraiment un film qui a marqué une génération. Les années 90, c'était pas des années faciles, les années Yeltsin en Russie. Donc c'est un film qui a 20 ans. Et c'était l'occasion de le ressortir, parce que tout le monde ne l'a pas forcément vu, et qui a marqué ces années-là. Le Kyrgyzstan, qui est présent, oui. qu'on voit des fois au Festival des Trois Continents, voilà. Et là qui est présent au Festival russe. Oui, sans tort. C'est un film qui sort en France ces jours-ci. Et oui, parce qu'on tient toujours à comprendre le mot russe. Il y a deux mots en russe pour dire russe. Il y a Rus qui est de l'ethnie russe et Rossiyski de la Fédération de Russie aujourd'hui. Et on élargit même un petit peu à l'ère d'influence. Pendant 70 ans, beaucoup de pays ont fait partie d'un même pays que la Russie à l'intérieur de l'Union soviétique.
c'était pour la plupart de ces républiques ex-soviétiques, aujourd'hui indépendantes, des territoires qui faisaient partie de l'Empire russe auparavant. Donc l'histoire est quand même très, très liée, avec des moments difficiles, des moments agréables, ça peut être avec des hauts et des bas, mais ce sont des territoires qui sont liés à la Russie. Centaure, c'est un film kirghize, d'un réalisateur que justement on connaît par les 3 continents, Ouais. avec Le Fils adoptif par exemple, en kirghize, et où il est question. Les Kirghizes sont traditionnellement des nomades, pour qui le cheval est très important. Et là, il est question justement des relations entre le cheval et l'homme, de l'évolution de cette relation dans la société contemporaine, sans que ce soit un film manichéen, idéaliste, sur toutes les bonnes traditions se perdent, etc. Mais il y a un film sur la Kirghizie d'aujourd'hui. C'est le réalisateur aussi du film Le Singe, Oui. qui était assez une espèce de comédie un petit peu grinçante en même temps, voilà, sur ce qui se passait sur place. Voilà, il y a un regard un peu, c'est pas décalé, mais voilà, sur l'évolution que peut avoir ce peuple. Donc le Centaure. Et si on veut Oui. peut-être parler des films qui sont justement pas russes, à proprement parler, nous montrer un film géorgien. Oui. Enfin, c'est une coproduction, mais c'est essentiellement un film géorgien qui est en géorgien et en russe, Les Otages, qui raconte un fait divers sanglant qui a eu lieu dans les dernières années de l'URSS en Géorgie soviétique, quand des jeunes de la jeunesse dorée de l'Union soviétique étouffent et veulent quitter le pays, et ça va pas du tout tourner comme ils avaient pu l'imaginer. Et on avait d'ailleurs il y a quelques années une stagiaire, Elena Mekaberidze, sur le festival, et un de ses oncles faisait partie de ces jeunes gens. Donc je crois qu'il est passé une fois à Nantes au Concorde, mais donc on le reprogramme pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et c'est un film qui sera suivi d'un débat animé par Unicité. Oui, on a un partenariat avec les cités qui accueillent des jeunes, des bénévoles, enfin des volontaires en service civique. Et ils ont un groupe Cinéma et Citoyenneté qui intervient dans des classes et dans chacun de nos festivals à la suite d'un film aussi. Ce qui est intéressant dans ce film, justement, c'est qu'il il juge pas, il présente ce désastre de façon assez pas froide, puisqu'on souffre énormément, mais en essayant de ne pas prendre parti. Alors finalement, au bout du compte, on a pratiquement vu tous les films. Bon, il y a ce même Munchausen, un film autour de Munchausen. J'arrive pas à le dire en allemand. Munchausen, le baron Munchausen, à qui on demande de dire s'il veut se marier, de renier les histoires qu'il a pu faire. C'est un film de 79. Oui, donc lui, il a presque 40 ans. Pour beaucoup de Russes, je pense que Munchausen, c'est pas du tout un héros allemand, c'est un héros russe, tellement ce film. Et je pense qu'on va avoir tous les Russes de Nantes qui vont venir voir ce film qu'ils connaissent par cœur, malgré tout. Donc un grand classique du cinéma soviétique, dans une comédie complètement déjantée. Bon, le baron de Munchausen n'est pas spécialement quelqu'un qui a les pieds sur terre, mais dans ce film-là, plus qu'ailleurs. Et je me dis, il est très très apprécié des Russes. Peut-être un dernier film, à part il y a une série de courts-métrages qui seront proposés, mais un film, je trouvais ça assez rigolo, Le géographe qui a bu son globe. Le titre, je trouve très poétique, et finalement quand on regarde, je ne sais pas si c'est le cas, c'est un peu le côté un peu habituel du professeur qui a du mal à se faire admettre par ses élèves, alors je ne sais pas ce que ça donnera. Ouais. En fait, le personnage se trouve professeur un peu par hasard et par dépit. Il a des problèmes dans sa vie personnelle, il a tendance à beaucoup boire, et bon, comme voyant de survie, à un moment, on a besoin d'un remplaçant, il va venir assurer quelques cours. Ça se passe pas forcément bien comme on peut l'imaginer avec des adolescents un peu turbulents au début. Ça va être un affrontement, une école de vie pour tout le monde, en fait, à la fois pour lui et pour les jeunes. L'acteur principal, Konstantin Khabensky, est celui qui avait joué dans un film qui a beaucoup marqué, je crois, le festival l'année dernière, Le Recouvreur de dettes, où il était le seul acteur à l'écran. Et c'est un très grand acteur qui est intervenu dans ce film, effectivement. Donc ça, c'est un film de 2013, mais donc le titre français, est-ce que ça correspond au titre russe ? Oui, c'est ça.
Géographe globus papil. C'est beau, je trouve ça c'est assez joli. On ne sait pas qu'est-ce que ça recouvre derrière, mais bon voilà, ça sera le moment de le découvrir. Et puis pour les jeunes enfants, il y aura un cinéma d'animation, parce qu'évidemment le cinéma russe, qui dit cinéma russe dit aussi cinéma d'animation. Oui, tout à fait. Et là, donc, Alyosha Popovitch et Tukarin Zmiei, c'est un long métrage d'animation de Konstantin Bronzit. Bronzit qui est connu en France, peut-être habite-t-il en France d'ailleurs. Il y a un film qui est sorti, un court métrage d'animation qui s'appelait, je crois, Sur le toit du monde, qui a eu un grand succès. Et donc Alyosha Popovitch, c'est un héros traditionnel médiéval du folklore russe. Il fait partie des preux-chevaliers. D'accord, donc c'est basé sur le folklore, mais revisité. Et les films de Bronzin peuvent être regardés vraiment à tout âge. Il y a de l'humour pour les adultes aussi. C'est pas uniquement un film pour enfants. Déjà, vous en apprendrez plus sur le folklore russe et vous rirez. On a bientôt terminé notre tour. Donc je disais effectivement, il y a un certain nombre de courts-métrages dans les films ou ça sera tout réuni? Cette année, c'est une séance de courts-métrages. Avec certains que nous avons traduits nous-mêmes. Enfin, il y en a un question-parole, donc on n'a pas beaucoup de mérite. Il y en a un seul des 4 courts-métrages présentés qui était déjà sous-titré. Et on va recevoir le réalisateur d'un de ces courts-métrages. Le court-métrage qui s'appelle Le Passager sera présenté par Maxime Ivanov, qui vient à la rencontre, donc peut-être un futur grand du cinéma russe, qui vient à la rencontre du public nantais. Il est très réussi. Bon, comme tout court-métrage, il ne faut pas dire de quoi il est question. Parce que, sur, Macha Milliard, vous disiez tout de suite, on n'a pas eu de mérite, il y a un film qui était sans parole, on ne l'a pas traduit. Mais alors, une question, je dirais, est-ce que dans un film russe, est-ce que le silence russe est le même qu'un silence français dans un film? Je pense que ça dépend des films. Il y a des films avec des silences très russes et des films avec des silences universels. Merci. Alors pour avoir que plus d'informations, toujours le même site universiné-nantes.org. Alors universiné au singulier, universiné-nantes.org. Et donc ensuite sur l'onglet ciné russe. Et vous pouvez avoir d'ailleurs d'avoir l'explication sur les films et puis les bandes annonces des films. Donc au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres petites choses qui se tournent autour du festival ou pas? Avant le festival, il va y avoir des présentations, notamment à la médiathèque, et peut-être à signaler le lundi 12 février, donc la veille du début du festival, à la médiathèque à 19h, me semble-t-il, médiathèque Jacques Demy, à l'occasion justement de la sortie de La Dame de Pique, de l'avenue de Lungin, je vais présenter un film, La Dame de Pique de 1916, des premières adaptations par Yakov Protazanov, avec quelques explications autour, donc pour voir la différence entre 1916, à 100 ans d'écart, le même sujet, pas tout à fait, mais disons qu'avec la même base, ça peut être intéressant. Mmh. Et c'est une séance gratuite. Bon, qu'on se le dise. On va se quitter avec un dernier morceau de musique. Vous nous le présentez? Oui, c'est tiré de la bande originale du film sur Alexeïev. Ça s'appelle Désertir, le déserteur, de Ruslan Issakov. Macha Milliard, merci. Et puis, bon festival. Спасибо, до свидания. Волком бежал, птицей летел, от спину метящих глаз и стрел. Лился ручьем, стлался травой, ведомый звериным путем домой. Здравствуй, мама, я дезертир, не на щите пришел, а с позором навоевался
побился о мир. Запуган светом, клеймен приговором. Знаешь, мама, я видел, как пыль каменеет на крови замешана. Я прополз по ней сотни миль, чтобы быть возле дома повешенным. Может, примешь, кого родила и растила, чтобы стал человеком, не стал солдатом, научить не смогла привыкнуть к кровавым рекам. Видишь, мама, я полупес, дай мне руку, но где же рука? Я отдам тебе все, что принес, лом от сердца, души полглотка. Здравствуй, мама, я дезертир, не на щите пришел, а с позором навоевался, побился о мир. Запуган светом, клеймен приговором. Знаешь, мама, я видел, как пыль каменеет на крови замешана. Я прополз по ней сотни миль, чтобы быть возле дома повешенным.